Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 19h Sport. On est ravis de vous retrouver comme chaque soir pour tout commenter sur l'actualité sportive en Nouvelle-Aquitaine. Et comme chaque mardi soir, c'est votre émission Talk. On va parler sport ce soir avec deux grandes thématiques à aborder ce soir avec nos intervenants du jour. Clara Bonheur qui est avec nous, ancienne joueuse des Lions de Stade Bordelais. Bonsoir Clara. Bonsoir Dorian. Et également avec nous Erwin Raoul, chef de projet chez Ambition. Bonsoir Erwin. Bonsoir. Merci à vous deux d'être avec nous. On va parler bien sûr Top 14 qui fait son grand retour ce week-end avec déjà des affiches alléchantes. Bordeaux reçoit La Rochelle, Pau se déplace du côté de Castres et Bayonne défiera l'USAP comme la saison dernière. Nous allons décrypter les effectifs et les objectifs des clubs de Nouvelle-Aquitaine. On parlera également juste après la publicité de la Coupe du Monde féminine. Quelles sont un petit peu les ambitions pour le rugby féminin en France grâce à cet événement? Clara et Erwin, on va démarrer avec nos objectifs et nos pronostics un petit peu pour ce championnat de Top 14. C'est la grande reprise le 6 septembre prochain. On va commencer avec Bordeaux-Bègles qui sera notre premier sujet. L'UBB traverse actuellement un véritable hécatombe de blessés. Maxime Lucu, Yoram Moefana, Romain Buros ou encore Arthur Rottière seront absents pour ce premier match face à La Rochelle. Que peut-on attendre de l'équipe pour ce premier match et quel est exactement le statut de l'UBB pour ce début de saison? Clara, est-ce que le champion d'Europe est dans le viseur de tout le monde pour cette saison? Ah oui, le champion d'Europe va chercher les top classements et peut-être chercher le top 2 et se rattraper cette finale de top 14. Il leur manque ce bouclier à l'Union Bordeaux-Bègles pour encore plus écrire l'histoire qu'ils l'ont déjà fait. Ce statut a changé, Erwin, pour Bordeaux aujourd'hui? Ça fait quelques années qu'il a changé, mais là, l'étoile sur le maillot, forcément, ça va mettre le viseur, comme vous avez dit, Dorian, sur le maillot de l'UBB. Les équipes vont venir pour gagner. La Rochelle, ça fait plusieurs saisons qu'ils viennent gagner à Bordeaux, donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Bordeaux? Là, c'est de montrer que le recrutement a été intéressant. C'est maintenant qu'on voit si le banc il est assez large, si on a une profondeur d'effectifs. Ça va être maintenant qu'on va voir si l'UBB peut tenir son rang sans ses stars internationales. Justement, on va regarder les 4 recrues phares que Bordeaux a recrutés cette saison. On a sélectionné Cameron Woki, Gaëtan Barlow, Martin Pageréo ou encore Jean-Luc Dupré. Jean-Luc Dupré, ce qu'on verra un petit peu plus tard parce qu'il est avec l'Afrique du Sud en ce moment. Il y a d'autres jeunes comme Chad Mousquet ou encore Valentin Hutto. Est-ce que le mercato qui a été effectué par l'UBB, Clara, a été très bien ciblé par Yannick Bou et son staff? Oui, ils sont allés chercher des joueurs à des postes clés, puis ils n'ont pas pris les cadets du coin. Non, ils sont allés chercher vraiment des grosses épaules. Le retour de Cameron Woki un petit peu à la maison, il a dit lui-même, ça va vraiment apporter. Il connaît déjà le club, il joue à domicile, on va dire. Donc il peut que apporter son expérience et encore venir avec encore plus la dalle qu'il ne l'avait déjà. C'est pas un pari risqué tout de même, Erwin? C'est un pari risqué, mais ça fait plusieurs années qu'on entend parler que Cameron Woki veut revenir à Bordeaux. On le sait, ses copains sont ici. On le sait, il est très ami avec Mathieu Jalibert. Ça joue aussi sur le mental et je pense qu'un Cameron Woki en pleine confiance, il n'y a peut-être pas beaucoup mieux en France au niveau de la touche. Et on avait besoin, après la perte de Guido Petit, donc on avait besoin de pouvoir remplacer aussi à ce niveau-là. Et Cameron Woki, c'est sûrement un très bon pari qu'il fallait faire pour moi parce que on voit qu'au Racing, il était peut-être en train de se perdre un petit peu. Et là, s'il revient à son meilleur niveau, il va pouvoir goûter à l'équipe de France comme il a su le faire. Et ce sera que du bonus pour Bordeaux aussi. Est-ce que vous sentez également, avec l'arrivée de ces grands joueurs, Gaëtan Barlow, il y aura une belle concurrence avec Maxime Lamotte, il y a Cameron Woki qui arrive. Est-ce qu'on sent que le pack bordelais va être puissant? Je dirais pas du même niveau que Toulouse, mais est-ce qu'on s'en rapproche un petit peu? L'idée c'est de s'en rapprocher, on l'a vu lors de la finale, quand même le pack de devant de Toulouse a bien pris le dessus. On avait besoin du côté de Bordeaux d'aller chercher plus de puissance, de recruter et de s'épaissir un petit peu sur le pack de devant. C'est ce qui manquait à Bordeaux l'année dernière pour être champion de France? C'est ce qui manquait à Bordeaux il y a 2 ans, on s'est renforcé l'année dernière, on voit que ça manque encore un petit peu, donc on va chercher encore à renforcer ce pack et en espérant pouvoir bousculer les meilleurs au monde, on va dire, ou les meilleurs en Europe, c'est Toulouse, on le sait. Donc oui, effectivement, c'est le but de ce recrutement et on le voit, Jean-Luc Deprez qui va arriver, va apporter toute son expérience aussi, toute sa puissance et je pense que l'UBB va faire confiance aussi à ces jeunes qui ont montré sur la scène internationale en U20, notamment Ipsayen qui va venir apporter sa petite expérience, qui va venir bousculer un petit peu les gros, ça va faire du bien.
L'Union Bordeaux-Bègles, comme on le disait, va affronter le Stade Rochelais avec pas mal d'absents. Là aussi, on a vu Clarac l'année dernière, il y avait une belle gestion de la part du staff de l'UBB pour éviter les blessures. Ça a été le cas la saison dernière. On se rappelle, il y a 2 saisons, Bordeaux avait pas mal de blessés dans cette riche et longue saison. Aujourd'hui, on sent quand même que la saison dernière pèse sur les épaules, pèse sur les organismes. On l'a vu un petit peu avec une hécatombe en ce moment de joueurs blessés. Est-ce que ça peut compter cette saison d'essayer de refaire du turnover? On sait qu'il y a eu quelques couacs, notamment sur le cas Louis Bielbarré, même s'il n'est pas blessé aujourd'hui, mais on sent qu'il y a eu quelques cas de mauvaise gestion tout de même avec certains joueurs. Ouais, et puis c'est sûr de démarrer la saison avec des blessures, c'est peut-être pas comme ça qu'on espère entamer une saison, notamment avec Maxime Lucu, on a des cadres, Moefana qui s'est aussi blessé, c'est ces cadres en moins sur qui peut-être on comptait pour le début de la saison, mais ça va aussi laisser l'opportunité à d'autres joueurs de se montrer, de profiter, comme on dit, et les blessures des uns, ça avantage les autres, donc écoutez, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner et ce que vont proposer les autres joueurs. Et justement, Erwin, qui sont ces joueurs qui peuvent reprendre le lead? De suite, je pense à Martin Pagerello. On en parlait de Maxime Lucu, qui est le capitaine emblématique de Bordeaux maintenant depuis plusieurs années. Martin Pagerello, on le sait, il joue maintenant avec l'Italie, il a fait pas mal de caps avec Lyon aussi. Il va apporter son expérience. On a besoin d'un neuf qui aujourd'hui rayonne, peut-être pas à la hauteur de Maxime Lucu, on le sait, parce que il rayonne quand même très très haut, pas autant comme Antoine Dupont, mais on va dire qu'on s'en rapproche quand même assez fortement. Mais Martin Pagerello aujourd'hui doit être capable de prendre ce flambeau, et peut-être que l'UBB va venir faire confiance à sa pépite, Valentin Hutto, on ne sait pas, mais ce sera peut-être le moment pour lui de faire ses premières minutes en top 14, d'engranger de l'expérience et de profiter justement d'un Maxime Lucu qui sera peut-être encore plus présent à côté de lui avec un Martin Pagerello pour lui donner les clés du camion sur certains matchs, donc ça peut être intéressant de voir ça, oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a... On peut dire peut-être que l'UBB, oui, on espère que l'UBB soit au niveau de Toulouse dans les 2 premiers, mais il n'y a pas aussi il peut pas avoir une chute libre derrière. On a vu que certains comme Montpellier par exemple qui a complètement chuté après être champion de France. Il y a certains clubs qui ont chuté derrière. Il y a que Toulouse qui arrive à résister saison après saison. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur, cette crainte de l'inconnu pour l'UBB après ce statut de champion d'Europe, de découvrir un nouveau statut aujourd'hui et de pas se brûler les ailes? Il y a ce risque-là, effectivement, il existe, on le sait, mais je pense que Laurent Marty, avec le staff de Yannick Bru, font en sorte de pouvoir faire garder la tête sur les épaules à tous les joueurs, on l'a vu, et on avait peur que ça fasse pchit, comme le disait le président, après la finale de Champions Cup, et au final ils étaient bien présents pour la finale du top 14 aussi. On a bon espoir quand même que ça continue sur cette saison et sur les prochaines. Je pense que les joueurs vont rester impliqués, on l'a vu, ils ont fait une bonne préparation malgré les petits couacs, malgré les petites blessures. On espère, de toute façon on aura contre La Rochelle forcément des raisons de croire ou de ne pas croire que ça peut marcher, donc résultat et réponse samedi. Réponse samedi, mais pour vous un pronostic, vous les voyez dans le top 6, top 2, l'UBB? Top 2. Top 2 aussi, avec sûrement le Stade Toulousain aussi qui accompagne cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous avez parlé de La Rochelle, ce sera l'adversaire de l'UBB, le Stade Rochelais, deuxième club de Nouvelle-Aquitaine. L'équipe qui veut retrouver son statut, les Rochelais qui ont échoué la saison dernière avec pas un grand mercato, on peut le dire, mais un mercato ciblé avec notamment l'arrivée de Nolan Le Garec ou encore de Nignashvili, ou encore d'Hugo Pacom et de Semi Laguivala, le joueur de Mont-de-Marsan. À quoi s'attendre de cette saison de la part des Rochelais? Est-ce que La Rochelle doit retrouver son meilleur visage? Oui, ils attendent ça, leur recrutement justement bien ciblé, avec Nolan Le Garec au poste de 9, on sait qu'il brille, il est plein de talent, il peut faire le geste qui va faire bousculer le match. Ils ont besoin de ça, de un peu ce peps pour retrouver un nouveau visage et se relancer. Est-ce que ce peps peut venir de Ronan O'Gara? Parce que j'ai l'impression quand même que, au vu ce qui s'est passé l'an dernière, ça vient un peu du staff. Le stade n'a pas du tout changé, sauf l'arrivée de Romain Sazigno, encore de Brice Dulin et bien sûr Antonio pour les mêlées. Ça peut être ces 3 joueurs qui peut donner une bouffée d'oxygène dans ce staff rochelais et de faire une belle liaison avec les joueurs? Oui, parce que ce sont des anciens joueurs, déjà d'une part, et donc forcément, dans le staff, ils vont avoir cet esprit revanchard qu'ils vont transmettre aux arrivants. Et je pense là, le but, ça va être de faire comprendre aux joueurs que La Rochelle, l'année dernière, ils n'étaient pas là où ils devaient être, ils n'ont pas joué le rugby qu'ils devaient jouer. Je pense que des joueurs cadres comme Grégory Aldrit aussi vont savoir remotiver les troupes, et le mercato ciblé, notamment avec les arrivées de Nolan Le Garec ou Nignashvili, ça va forcément apporter du plus. Là, la charnière Le Garec-Astoy, c'est une charnière qui reste internationale, ça va être la 3e charnière internationale dans le top 14, donc ils vont forcément vouloir se confronter aux meilleurs, c'est-à-dire Bordeaux et Toulouse, et donc venir se frotter au top 2 et essayer de s'en rapprocher. Donc je pense que
des joueurs de carrure internationale, ils ont cet esprit revanchard, cet esprit de compétition, ils vont vouloir aller se mêler à la course au top 2. On n'a pas peur non plus que O'Gara remette un peu sa foudre, on va dire, comme la saison dernière. Ça peut tomber à tout moment aussi. Ça peut tomber à tout moment, mais est-ce qu'il a intérêt à faire ça ? Je pense pas. Je pense que là, il a tout intérêt avec les joueurs qu'il a de pouvoir rester dans le calme, justement motiver ses troupes dans le bon sens et comme je disais, aller chercher ce top 2. Si on prend le papier, les joueurs en sont largement capables. Le gros pack devant, une belle ligne derrière. Est-ce que la Rochelle rattrape un petit peu le retard sur Toulouse et Bordeaux dans son mercato ? Il rattrape son retard, oui, tout à fait. On a peut-être fait trop confiance à certains joueurs, peut-être ? Je sais pas si on a trop fait confiance, en tout cas ça n'a pas fonctionné, donc il fallait dans tous les cas modifier quelque chose. Donc là, rattraper le retard, c'est le top 14, donc chaque nouvelle saison les dés sont lancés et puis il faut repartir et le championnat est serré, ça va jouer jusqu'à la dernière journée. Et le Garek Nilashvili peut vraiment deux pièces maîtresses de cet effectif. Oui, complètement. Mais déjà le Garek avec son poste de numéro 9, c'est un poste clé, donc ça va être aussi la clé de la victoire et pourquoi pas un top 6, voire 2. Peut-être qu'on va moins voir le gros pack Rochelais essayer d'aller vers l'avant et voir un beau jeu de 3 quarts peut-être avec le Garek et Astoy aujourd'hui. On espère aussi. Est-ce qu'ils vont changer du tout au tout ? C'est pas dit, mais après, effectivement, le Garek, on sait que c'est quand même un neuf qui est très joueur, qui aime amener des attaques et ses lignes arrière à la ligne d'essai, donc sûrement que ça va apporter cette petite étincelle-là, et notamment avec Niniashvili qui est capable de vraiment un ballon dans ses 22, il est capable de l'amener derrière la ligne d'essai, donc oui, je pense qu'on va avoir un beau La Rochelle cette année. Donc de ce qu'on a compris de vous deux, top 4 au moins au minimum pour La Rochelle cette saison. Ouais. Déjà, s'il y a 2 clubs néo-aquitains, c'est déjà pas mal dans le top 4. Troisième club qu'on va s'intéresser, vous le voyez, c'est les couleurs vertes, c'est les couleurs de la section paloise aujourd'hui qui peut s'appuyer sur l'éclosion de jeunes talents comme Gaëtan et Atis Sogbe, mais aussi sur l'expérience des cadres tels que le capitaine des Pumas Montoya ou encore Facundo Isa avec cette équipe entre jeunesse et vécu. Est-ce que Pau a les moyens de franchir un cap, d'autant que le club s'apprête à disputer pour la première fois de son histoire la Champions Cup? Les jeunes pousses prend le pouvoir dans le club palois aujourd'hui? De plus en plus, mais on voit qu'en plus le club palois laisse les clés aux jeunes et on voit que ça marche. On le voit, Emilien Gaëtan, ça fait plusieurs maintenant saisons qu'il est sur le devant de la scène, il a joué en équipe de France. Voilà, on va dire que même si c'est un jeune, on va dire que c'est un jeune qui a de l'expérience, donc on va le mettre encore dans la catégorie quand même des joueurs qui ont de l'expérience, mais les Toa Tisogbe, voilà, ça fait 1 ou 2 saisons juste qu'ils sont encore là et ils vont encore apporter à cette équipe. Et quand on amène évidemment des joueurs comme Montoya ou Facundo Isa, on peut être sûr que c'est un groupe qui va prendre confiance en lui. La seule interrogation, c'est la profondeur de l'effectif. Par rapport à la période de doublon notamment. Exactement, de savoir comment ils vont gérer. On sait que c'est des périodes qui sont un peu plus compliquées pour Pau, mais on va voir comment ils vont gérer cette période-là. Mais j'ai envie de croire que Pau peut aller chercher un top 6 cette saison. C'est un peu ce qu'on se dit chaque année, que Pau peut être la surprise parce que Pau arrive toujours à faire un très bon début de saison. Après, ça tombe à chaque fois. C'est vraiment la saison de Pau pour ce top 6 qui va découvrir la Champions Cup, on le rappelle aussi, cette saison. Mais pourquoi pas, comme ce qu'on disait, on y croit. On a envie d'y croire. Pau, c'est cette petite ville, cette petite équipe, on a envie de les voir accrocher ce top 6. Et ça va se jouer avec ces jeunes qui sont devenus cadres, avec ces recrues qui vont quand même envoyer un petit peu du bois sur le terrain. Donc on a envie d'aller les voir accrocher un petit peu les grosses équipes. Ça peut faire une saison à la Bayonne, peut-être comme l'année dernière. Bayonne n'est pas dans la même dimension que Pau, bien sûr, mais c'était un peu une surprise la saison dernière. Je pense que Pau peut faire du Hameau une forteresse imprenable. Il y a une ambiance, il se passe quelque chose quand on arrive dans ce stade-là, donc je pense que effectivement il faut créer quelque chose, une ambiance avec ce club, avec ce public qui est présent. Donc effectivement, si les joueurs, si tout prend bien entre les anciens et la nouvelle génération qui arrive, je pense que Pau peut aller chercher quelque chose de très beau en allant gratter des points de bonus défensifs à l'extérieur sur des matchs par exemple au Stade Français, peut-être même aller chercher la victoire de créer des surprises. Je pense que Pau peut aller chercher ce top 6. Ce sera évidemment pas facile, il y a d'autres clubs qui y prétendent, mais moi j'ai envie d'y croire. Allez, dernier club pour faire le tour des clubs de Nouvelle-Aquitaine de ce top 14. On rappelle que tout le long de cette semaine dans le journal Sud-Ouest, vous avez la présentation de chaque club bien décrypté avec des bons détails. Vous pourrez tout suivre. On va parler de l'autre club voisin après le Berne, ce sera le Pays Basque, l'Aviron Bayonnais, qui est un autre club en pleine évolution. Malgré une élimination en demi-finale face à Toulouse à Lyon, le club a su bien recruter et attirer des joueurs assez intéressants.
Toutefois, quand même, vous allez me dire, cette dynamique positive est un peu assombrie par les tensions entre Grégory Pata et Laurent Travers. Ce dernier a fini par prolonger son contrat en tant que manager du côté de l'Aviron Bayonnais après 10 mois d'incertitude, une décision prise un peu sous pression, selon les dires de Grégory Pata. Le président Philippe Tavier, lui, a été clair, le patron c'est Laurent Travers. Est-ce qu'on peut croire à cette cohabitation entre Laurent Travers et Philippe Tavier et Laurent Travers et Grégory Pata, pardon. Eh bien, il va falloir y croire parce qu'ils vont être obligés de cohabiter ensemble. Donc il va falloir qu'on voit Bayonne, ils ont fait l'exploit la saison dernière, est-ce qu'ils vont être capables de réitérer? Donc il va falloir que la mayonnaise prenne et qu'on y aille, quoi. Il y a une saison de top 14 à jouer. Est-ce qu'on comprend ce travers bashing un petit peu qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est un grand monsieur. On a pu le percevoir quand il y a deux grosses personnalités. On l'a pu le voir à Toulon avec Azema et Mignonis. Ça ne fonctionne jamais. Comment ça peut fonctionner à Bayonne? Ah là, j'aimerais bien avoir la recette, malheureusement je l'ai pas, effectivement. Alors je comprends pas le travers bashing, évidemment, c'est pas ce que je veux dire, mais je peux me mettre à la place des supporters qui disent avec Grégory Pata, on a réussi une super saison, on a fait quelque chose de fort à Jean Daugé, on a réussi à atteindre les demi-finales, et forcément on se demande à quoi ça qu'est-ce sert, qu'est-ce qu'on va faire de plus. Les supporters se posent certainement la question, et je peux les comprendre. Après, effectivement, est-ce que ça peut être une bonne chose, ces deux très bons coachs qui cohabitent? La saison nous le dira, j'ai envie de dire j'espère, parce qu'au vu de l'effectif, on ne peut qu'espérer que Bayonne joue très bien et joue encore comme l'année dernière, parce qu'ils nous ont régalé, ils ont une ligne arrière qui est fabuleuse. Je pense qu'effectivement, on a envie de croire quand même que cette cohabitation puisse faire des étincelles et, dans le bon sens, créer vraiment une petite flamme qui permette à Bayonne de retrouver ce top 4, ce top 6 et encore nous faire rêver toute la saison. Qu'est-ce qu'il peut apporter réellement Laurent Travers dans cet effectif de l'Aviron Bayonnais? Alors oui, il doit avoir une passation entre la jeunesse et l'équipe professionnelle. Voilà, qu'est-ce qu'il va apporter en tant que patron, selon les dires de Philippe Taïeb? Ça va être surtout son expérience qu'il doit apporter à un groupe qui reste encore tout nouveau, tout frais, qui a fait une saison qui était exceptionnelle pour Bayonne, et de garder les pieds sur terre pour cette saison-là, de se dire que c'est une nouvelle saison, qu'on repart de zéro, et je pense que c'est pas toujours facile pour certains joueurs, donc Laurent Travers doit apporter son expérience-là dans le vestiaire, et réussir à apaiser tout le monde et dire qu'on repart de zéro pour entamer une nouvelle saison. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est comme si un inconnu arrivait un peu dans le staff de l'Aviron Bayonnais, alors que c'est un grand monsieur, il a remporté des trophées, il a fait du bien au Racing 92 ou encore au Castres Olympique. Est-ce qu'on comprend un petit peu ce problème de Laurent Travers qui arrive? On a l'impression que c'est un inconnu qui arrive, alors que, comme l'a dit Erwin, c'est un grand monsieur qui va apporter toute son expérience. C'est plus une plus-value finalement à Bayonne. C'est sûr que quand on regarde le CV, c'est que de la plus-value, hein. On fait venir quand même une belle personne du rugby. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je laisse le terrain parler, et puis on verra ce qui se passe, quoi. On va voir ce que ça a donné, bien sûr, ce duo entre Laurent Travers et Grégory Pata, l'Aviron Bayonnais. Je vous ai pas posé la question sur Pau, mais est-ce qu'on voit les deux clubs dans le top 6 ou ça va frôler un peu la 6ème place pour Pau et Bayonne? Il y en a beaucoup qui cherchent cette 6ème place, hein. Ça va être dur. Ça va être dur. On a envie de croire quand même que les 4 clubs néo-aquitains puissent être dans le top 6. Je pense que le plus compliqué, ça va être pour Pau, mais on a envie d'y croire. Et Bayonne, si on se base sur les mêmes résultats que l'année dernière, avec un Jean Daugé on en a parlé pour Pau, on aimerait que le Hameau soit une fortune imprenable, mais Jean Daugé l'a été l'an dernier, et c'est ce qui a fait que Bayonne a été largement dans le top 6. Bon, en tout cas, ça va être encore une belle saison de top 14 qu'on va vivre ce samedi 6 septembre avec les premiers matchs, et notamment ce match entre le Stade Français Paris et Montauban. Dans un instant, on va continuer à parler rugby, mais rugby féminin. Est-ce que la Coupe du Monde en ce moment même en Angleterre est un tremplin pour le rugby féminin? On en parle juste après, à tout de suite. Le 19h Sport, comme chaque soir, c'est mardi, c'est Parlons Sport pour tout commenter et tout comprendre. On va parler rugby encore une fois pour parler rugby féminin avec la Coupe du Monde. Est-ce que la Coupe du Monde de rugby féminin est un tremplin pour le rugby féminin, notamment en France? On va prendre la direction de l'Angleterre où se tient cette belle Coupe du Monde. Le 15 de France, on rappelle, a battu l'Italie et le Brésil et affrontera l'Afrique du Sud. La question qu'on se pose ce soir, est-ce que cette compétition peut être un tremplin pour le rugby féminin et sa visibilité? Clara, on va vous poser notamment la question, vous en tant qu'ancienne joueuse des Lions de Bordeaux. Vous avez vécu tout à l'heure dans la grande édition un débat sur quasiment les Jeux Paralympiques. Un an après, on a vu qu'il n'y a rien qui n'a bougé pour tous ces sports, que ce soit aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Mais est-ce qu'on peut y croire que cette Coupe du Monde peut être un tremplin pour le rugby féminin aujourd'hui pour vous? Oui, on y croit complètement. Déjà,
par la visibilité qu'apporte la Coupe du Monde. On voit les matchs, c'est le samedi après-midi, c'est sur TF1, sur France 2, sur France 4. Ce sont des chaînes voilà, où on touche du public. Et puis surtout que le rugby féminin est déjà en pleine expansion sans cette Coupe du Monde. Donc là, on rajoute encore plus de matière. Donc je pense qu'à la reprise là, de la saison, on va avoir plein de jeunes filles qui vont signer dans les clubs de rugby. Est-ce que finalement c'est ça la grande nouveauté, la médiatisation et la visibilité de ces matchs ? Ah bah complètement, mais on le voit, ça fait quelques saisons maintenant que les chaînes jouent un peu le jeu, on voit les Lions de plus en plus sur Canal+ notamment, on voit que les efforts sont faits sur les calendriers pour mettre en avant les matchs des féminines juste avant des matchs de top 14 ou juste après, donc forcément oui il y a un effort qui est fait sur la médiatisation, je reste plus modéré sur le long terme, on va dire, effectivement, est-ce que ça va pas s'essouffler ? On parlait des Jeux paralympiques, effectivement, est-ce que justement le problème va pas être sur le long terme ? La Coupe du Monde est une magnifique fenêtre de visibilité pour toutes ces jeunes femmes qui vont signer dans les clubs, évidemment, mais j'ai peur que ça s'essouffle et que ce soit juste un effet, Jeux Olympiques, on l'a vu, on a eu un magnifique essor et tout le monde était devant la télé et il y a eu plein de choses mises en place. On l'a vite oublié au bout de 2 semaines quand même, les Jeux Olympiques. Comment ? On a quasiment oublié 2 semaines après la fin des JO, on a complètement oublié. Il y a eu cette flamme qui est revenue pour les Jeux paralympiques. Est-ce que ça peut être pareil pour le rugby féminin ? J'en ai peur, j'aimerais bien que non et que ça surfe un petit peu sur l'essor du rugby français en général, et j'aimerais bien que le rugby féminin soit mis sur le devant de la scène aussi bien, mais j'ai peur que sur le moyen long terme ça s'essouffle un petit peu malheureusement. Voilà, ça passera évidemment aussi peut-être par une belle campagne de l'équipe de France en Angleterre. On souhaite que ça puisse aller évidemment le plus loin possible et que ça puisse mettre des étoiles dans les yeux de plein de jeunes femmes. Après voilà, je reste plus modéré, j'ai envie d'y croire mais je reste plus modéré. Qu'est-ce qu'il faudrait Clara pour surfer sur cette vague et pour pas que la vague tombe ou le soufflet tombe et qu'on n'en parle plus, qu'il y ait de moins en moins de personnes au stade ou de moins en moins de licenciés de jeunes filles. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui pratiquent le rugby aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire de la part des clubs, des ligues, des fédérations pour continuer à surfer tout sur ça ? Déjà par rapport à la Coupe du Monde, un titre, déjà ça ferait une belle pub et ça inciterait encore plus de monde à venir signer parce qu'il y aura encore plus de médiatisation. Et après du côté des clubs, c'est d'ouvrir des équipes féminines, c'est tout bête mais investir pour les filles, faire des petites actions un petit peu à droite à gauche, faire des actions dans les écoles, inciter ces jeunes filles à venir jouer et puis jouer ensemble, et plus il y aura de jeunes filles, plus il y aura des équipes féminines, plus ça fera venir les jeunes. Faire venir un peu ces jeunes pour disputer un peu ces matchs les week-ends. Mais est-ce que aussi, Herbin, au vu des résultats de l'équipe de France, alors oui, l'équipe de France a encaissé un seul essai face au Brésil, sinon c'est 2 victoires en 2 matchs face à l'Italie, face au Brésil. Mais quand on voit les rencontres, malheureusement ça donne pas envie, hein. On se dit c'est un peu comme les matchs de poule de Champions Cup ou certaines compétitions comme l'Euro de football à 24 équipes, on va voir la Coupe du Monde à 48 équipes, on sait que les phases de poule ne donnent rien. Mais est-ce que ça peut donner envie vraiment à un téléspectateur qui n'y connaît rien, une jeune fille, une jeune femme, quand on voit ces matchs malheureusement sans enjeu et qu'il faut attendre les quarts de finale quasiment pour voir une belle rencontre, un beau spectacle ? C'est là où c'est encore un petit peu délicat, effectivement, vous le dites très bien, on est encore dans les phases de poule, ça va se dégager, là l'équipe de France doit gagner contre l'Afrique du Sud pour espérer la première place et se dégager un tableau plus favorable. Bon, ça sera sûrement chose faite quand on voit la qualité des équipes, sans manquer de respect. Mais on peut perdre ce rendez-vous peut-être de cet événement en se disant finalement il faut attendre un mois après et le grand public, on sait qu'aujourd'hui ne veut pas attendre aujourd'hui. C'est un peu le problème, c'est de perdre cette flamme-là. On espère quand même que ce sera des matchs plus accrochés ou du moins spectaculaires qui vont donner vraiment envie de rester devant la télé. On le sait, là contre le Brésil malheureusement... le match était joué dans les 10 ou les 20 premières minutes et il n'y a pas eu finalement de suspense et les gens font autre chose. On sait que quand on va commencer à affronter des équipes qui vont sortir des poules en ayant montré des choses, là on aura forcément plus d'entrain, plus d'envie, on va rester devant la télé parce que ce sera plus accroché et c'est ce qui va faire aussi, quand on a plus d'adrénaline devant la télé, c'est ce qui fait qu'on s'accroche sincèrement aux équipes, aux joueuses aussi, et je pense qu'au rugby féminin c'est peut-être ça qui manque, peut-être une vraie tête d'affiche aussi. On en a des stars du rugby français chez les filles, mais on n'a pas une tête d'affiche qui sort, on n'a pas le Antoine Dupont encore chez les filles malheureusement. Je pense que ça va venir, on a des générations qui arrivent avec des super joueuses, ça va forcément venir. Je pense à une joueuse comme Pauline Bourdon-Sansus qui évidemment est une excellente joueuse, mais médiatiquement elle n'est pas encore assez mise en avant. Johanna Grisé qui a fait les Jeux Olympiques, c'est pareil, elle n'est pas encore assez mise en avant alors que c'est une excellente joueuse. Il nous manque une tête d'affiche sur quelqu'un sur qui on peut rêver réellement. C'est ça qui peut donner ce tremplin peut-être
c'est peut-être pas l'événement lui-même, mais peut-être les personnes qui effectuent cet événement. Ouais, on a besoin comme tu disais, de stars, on a besoin de références à qui on peut s'identifier. De plus en plus, on met en avant aussi la capitaine de l'équipe de France, Manaëlle Léou. Là, on a envie de s'identifier, elle fait les publicités avec plein de marques. Elle commence à avoir de la visibilité, un petit peu ces filles-là, notamment avec les Jeux Olympiques. Même s'il y a eu un non-résultat pour les filles, c'est dommage, mais c'est vrai qu'on a besoin de cette visibilité, médiatisation, on en revient en fait. C'est ça qui manque chez le rugby. Et pour conclure cette émission, finalement, c'est pas la Coupe du Monde qui sert, c'est tout ça, c'est le à côté. C'est mettre une tête d'affiche, une marque sur une tête d'affiche qui va permettre peut-être ce tremplin pour le rugby féminin. Oh bah complètement, mais on le sait aujourd'hui, le marketing en général, ça permet de faire décoller plein de choses. Si aujourd'hui une marque décide de mettre en avant une joueuse, la joueuse va décoller, deviendra une tête d'affiche. On sait, ça passe par là. Je pense qu'il y a des joueuses qui peuvent très clairement être cette tête d'affiche-là, on le voit avec Manaëlle évidemment. Mais on a besoin de quelqu'un qui soit encore plus ancré. Ça va venir, faut prendre le temps. C'est aussi... j'ai envie d'y croire, c'est pour ça que je reste modéré aussi, c'est que si une tête d'affiche se dégage très sincèrement, je pense que le rugby féminin peut décoller, mais aujourd'hui on le voit dans la cour des récréations, on a toujours des petits qui veulent être Antoine Dupont, Louis Bielbiarré aujourd'hui, et on a besoin de ça chez les filles. Et c'est là où on voit peut-être qu'un événement comme une Coupe du Monde, un Jeux Olympiques a peut-être moins d'impact aujourd'hui sur les tremplins des équipes ou de joueuses, et finalement ça passe par d'autres moyens de communication et de marketing. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous sur le plateau, Clara Bonnure et Erwin Raoult, pour avoir abordé ces sujets rugby avec le top 14 et bien sûr la Coupe du Monde féminine. On se donne rendez-vous bien sûr demain pour une prochaine émission du 19h Sport. Bonne soirée à tous sur TV7.